Salut, moi c'est Théo. Je suis le CEO de Kodak. Ça fait bientôt 2 ans que j'anime le podcast Les Bruts e-commerce dans lequel j'interviewe des CEO et CMO de DNVB en forte croissance. C'est un plaisir de te recevoir dans les Bruts e-commerce. J'essaie toujours de savoir une seule chose. Pourquoi ça marche? Donc, vous étiez à 50 millions. 1 million d'euros de sales en 6 mois. Est-ce que tu as un peu une explication de pourquoi est-ce que ça a pris comme ça? Pour fêter les 50 000 abonnés de cette chaîne, j'ai décidé de pousser le concept encore plus loin. La plupart du temps, dans le podcast, c'est les marques qui se bousculent pour y passer. Et cette fois-ci, c'est moi qui allais me déplacer. Parce que pour découvrir les vrais secrets de croissance d'une marque, ça se fait pas autour d'une table avec un micro. Ils sont cachés chez eux, dans leurs locaux, auprès de leurs équipes. Pour le premier épisode de cette vidéo, j'ai choisi une marque que vous connaissez tous, Asphalt. L'année dernière, c'est 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont fait beaucoup de bruit dans la mode masculine avec des concepts hyper originaux. La solution d'Asphalt, le t-shirt ultime. Vous les avez peut-être aussi vus dans vos fils d'actualité sur Instagram ou bien avant une vidéo YouTube, puisque ça fait partie des premiers de la classe quand il s'agit d'acquisition digitale. Et je peux pas croire que ce soit juste le fait d'un joli t-shirt avec un bon prix. Donc je me suis rendu à Bordeaux pour percer les secrets de leur croissance et vous les révéler. C'est parti pour la success story Asphalt. Salut Théo. Salut William. Bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Écoute, viens, on va faire un petit tour, je vais te montrer les locaux. Donc là, il y a l'équipe, c'est le plateau avec l'équipe marketing et revenus. Salut tout le monde. Ensuite, ici, il y a le showroom homme. C'est une pièce un peu secrète. C'est là qu'on fait pas mal de meetings pour le développement de tous nos vêtements. Ouais. L'équipe produit se réunit plusieurs fois par semaine pour faire ce qu'on appelle les essayages. Donc il y a des pépites qui sont pas encore sorties. Ouais, exactement. Là, tu as un mélange de proto, d'archives, d'inspi, il y a pas mal de choses dans cette pièce. Ok. Alors attention à la poutre, là, on peut se faire mal. Donc ici, il y a le plateau avec équipe opération et équipe produit. On est un peu tôt le matin pour Asphalt, donc le plateau n'est pas encore rempli. Et puis ici, on a l'atelier un peu d'Asphalt, ça va Philo? Ça va. Avec pas mal de tissus, des tables de coupe et une machine ici pour faire un peu de montage quand même de prototypes en interne. Ok. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un petit espace un peu craft. Et puis on va monter, on va aller voir la... Ouais, faut que tu nous montres, j'ai cru entrevoir quelque chose d'assez sympa. Alors, quand il s'agit d'expliquer le succès d'une entreprise, le premier suspect, c'est le concept. Je vous l'ai présenté en introduction, mais j'avais envie d'entendre le fondateur l'expliquer lui-même. Votre première traction, c'est du coup sur le concept en fait. Tu peux un peu expliquer pourquoi est-ce que vous avez chopé cette traction comme ça? Ouais, je pense que c'est en fait, en réalité, c'est un très bon product market fit sur le positionnement de la boîte qui arrive en disant, bah voilà, on va faire peu de vêtements, mais des vêtements qui sont simples mais extrêmement durables par leur qualité, avec un positionnement prix qui est le bon par rapport à la cible qu'on vise, tu vois, c'est 100 € le jean, 100 € le pull, 30 € le t-shirt, etc. Et ça vient d'où ce truc-là en fait? T'avais fait une phase de recherche avant? Ouais, en fait ça vient de 4 ans à se casser les dents sur une première marque, puisque j'avais monté une première marque de fringues avant, où j'ai découvert ce milieu de la fringue, j'ai appris qu'effectivement il y avait cette problématique de circuit de production et de distribution qui faisait qu'entre le coût d'un vêtement qui sortait d'une usine et le prix final pour un client, il y avait un multiple de 5 à 10. Et en fait, c'est tout ce système-là qui faisait que c'était très compliqué de trouver de la bonne qualité à un prix qui est décent. Et c'est ça qu'on a voulu casser. Donc, il y a cette expérience-là. Et ensuite, c'est le fait d'être très très tôt, aller parler à notre client cible, justement, de l'avoir identifié, de se dire, c'est un gars qui a environ 30 ans, qui aime bien les vêtements, mais qui est pas du tout un mec pointu de la mode, etc. Et qui a juste besoin de vêtements simples, de qualité, pas trop chers. Et on est allé lui parler à ce gars-là en lui demandant ce qu'il cherchait vraiment comme type de vêtements. Très vite, on a fait des rencontres physiques et des questionnaires, tout ça en amont du lancement, qui nous ont permis justement de travailler bien sur le positionnement de la marque et de toucher juste. Si on résume, Asphalt, c'est un bon produit qui répond à un segment sous-adressé dans la mode, situé autour de 30 ans entre le mec qui en a rien à foutre de comment il s'habille et le fan de mode, le tout au bon prix et surtout avec ce modèle de précommande. Alors quand on l'explique comme ça, forcément ça a l'air très simple. Mais faut pas oublier que William, avant de se lancer dans Asphalt, il avait quand même 4 ans d'expérience dans la mode. Principalement avec sa précédente marque qui s'appelait 6 et 7. Ça lui a permis de découvrir un petit peu toutes les grandes variables qui font qu'un business de mode fonctionne ou pas. Et de découvrir que à chaque fois que tu rajoutes un intermédiaire, ça coûte cher. Et ensuite que ça mobilise beaucoup de capitaux pour faire la production. Enfin, pièce maîtresse. En vrai, c'est même pas celle qu'on utilise le plus, mais c'est une pièce un peu cool où on fait quelques réus. C'est une salle où du coup on a un écran là parce qu'on fait tous nos meetings, on a des meetings tous les lundis matins. Ouais. Et puis une fois par mois aussi pour présenter à tout le monde les datas du mois d'avant. Et qui donne sur la terrasse. Le petit atout. Le petit atout, exactement. Wow.
J'ai l'impression d'être Stéphane Plaza là. Avec une sacrée vue. Hein. Et voilà, donc là on est sur la terrasse où on fait pas mal de déj d'équipe et des petits apéros aussi. On est vraiment au cœur de la ville. Très cool. En plus dans une belle journée comme ça, vous avez de la chance. C'est magnifique, on vient le bonjour. Vous êtes venu au bon moment. On va faire des questionnaires. Ouais. Ça, c'est la co-création qu'on a en plus rajouté à ce modèle, qui fait qu'en fait, c'est les clients qui nous ont aidés à trouver les problèmes des produits qu'on devait résoudre, et du coup, en fait, qui participaient à la création de chaque produit. Il y a une grande différence avec la première idée que vous avez eue d'Asphalt et ce que vous avez changé potentiellement avec le retour des clients? Honnêtement, pas grand chose. J'ai pas le souvenir d'un truc déterminant. On m'avait dit, pour faire une marque de vêtements, faut multiplier par 5 ou 10 ton coût d'achat. Et donc, bêtement, moi, je voulais faire un pull de qualité, il me coûtait 20 €, je le vendais 120 €, tu vois. Je suis allé parler à des pros du secteur qui m'ont dit ça et je les ai écoutés. Et là, j'ai fait l'inverse. Je suis plutôt allé écouter, moi, mon intuition et la confronter aux gens autour de moi qui pour moi étaient clients cibles. Je me suis rendu compte que mon intuition, et pas que la mienne, celle de l'équipe fondatrice, elle était assez bonne. Donc on est plutôt allé valider ce qu'on pensait. J'ai pas le souvenir d'un truc marquant, mais en tout cas on est allé parler à ses clients et on est allé voir si l'idée qu'on avait, elle leur paraissait bonne. Quoi. Bon, cette super intuition est confirmée par les clients. Quand ils présentent leur concept sur Ulule, en octobre 2016, ça fait 200 000 € le premier mois, ce qui à l'époque était un record de la plateforme. Et cette traction, elle s'arrête pas puisqu'ils terminent leur première année à 2 millions € de chiffre d'affaires et leur seconde à 5 millions, ce qui les place dans le top 0,01% des DNVB sur les chiffres d'amorce. Donc ça lui a donné une très bonne intuition, mais c'est pas suffisant. Mais si tu veux, pour moi, la préco, c'est pas trop un sujet dans les raisons du... Ça joue dans le succès d'Asphalt parce que ça nous rend très différents. Ouais. Mais en réalité, à la base, la préco, c'est plutôt un défaut dans notre modèle. Tu vois, c'est un défaut que les clients sont prêts à payer. Ce qui est intéressant, c'est que pour autant, c'est pas sorcier. Hein. Le business model de la précommande, ça existait avant et ça existera après. Moi, je pense que le vrai postulat qu'a vérifié William avec Asphalt, c'est qu'il avait la conviction que les gens étaient prêts à attendre pour avoir un vêtement de qualité. Et donc pour ça, fallait mettre la patate sur le développement produit. Pour vous, ça vous résout quand même le gros problème de BFR avec la gestion des stocks, etc. Bien sûr. Vous a permis parce que vous avez été bootstrappé pendant 5 ans et demi. Ouais. Jusqu'à l'année dernière, quoi. Ouais, exactement. Sans ce modèle de précommande, ça aurait probablement pas été possible. Non, ça complètement d'accord. En fait, la précommande, c'est parfait en tout point. C'est parfait du côté de la marque pour son BFR, etc. Ouais. C'est parfait d'un point de vue aussi écologique, évidemment, parce qu'on ne produit que ce qui a été vendu. Ça permet d'enlever énormément de coûts cachés du vêtement pour le client. Il y a un super rapport qualité-prix. Et ensuite, ça lui a permis de dérouler un modèle économique qui était unique parmi toutes les marques de mode. Parce que les economics d'un modèle de précommande, elles sont géniales. Quand tu lances ta précommande, tu peux encaisser l'argent qui va te permettre de financer ta production. Et même plus que ça, souvent, ça va financer aussi ton marketing. Ça, en fait, c'est un nom en e-commerce, ça s'appelle un cash conversion cycle. C'est le temps en jours entre le moment où l'argent quitte ton compte pour aller financer une production et celui où il te revient en chiffre d'affaires commercial. Donc il n'y a pas besoin d'être un expert en maths pour comprendre que le cash conversion cycle d'Asphalt, il est négatif. C'est-à-dire qu'ils encaissent l'argent avant de devoir le sortir. Et ça fait qu'ils ne sont jamais ralentis par du besoin en fonds de roulement. Ils n'ont jamais besoin de financer de production, en fait, c'est les clients qui le font directement. Ce qui leur a permis pendant les 5 premières années d'existence d'être autofinancés, ce qui est très rare chez les DNVB. Le seul défaut de la précommande, il y en a un seul, c'est l'attente pour le client. Donc il faut que ton offre elle soit suffisamment bonne pour que le client soit prêt à accepter cette attente. Ouais, en fait, la précommande, c'est un avantage financier, mais c'est un frein marketing. Il y a plein de gens qui vont pas passer à l'action, justement, parce qu'ils voient qu'ils vont devoir attendre longtemps pour avoir le produit. Et donc tu peux pas dire que 100% des marques qui se lancent en précommande avec un bon produit, elles font 5 millions la deuxième année. Il y a plus que ça. On ne peut s'inspirer de personne là-dessus parce qu'il y a eu des petites initiatives sur la précommande dans plusieurs endroits dans le monde, mais personne n'a scalé la précommande. Okay. Et à notre connaissance aujourd'hui, il n'y a pas de marque plus grosse que nous qui font de la précommande. Ouais, et ça a rendu en fait la promesse très crédible sur la partie environnementale, etc. Ouais, exactement. En fait, ce qui est génial avec Asphalt, c'est qu'ils ont réussi à faire en sorte que la précommande serve leur discours marketing. Donc le fait de devoir attendre, c'est pas un frein à la conversion, c'est le prix de la qualité et de l'éco-responsabilité. Bingo. Ça va permettre d'envelopper tout ça en plus dans un copywriting qui est hyper original. Non seulement ils sont très forts en vente, mais ils ont aussi un ton qui était hyper spécifique à l'époque. Et c'est marrant parce que moi j'avais entendu parler de vous la première fois, je crois que c'était dans une vidéo qui décryptait votre page de vente, je crois, sur Ulule, et qui était super bien écrite. Et donc la conclusion de sa vidéo, je me souviens très bien, c'était « ça ne peut être écrit que par des gens qui ont discuté des heures et des heures avec leurs clients ». Ouais. Et je me demandais qui chez vous avait lead ce truc-là, comment vous avez appris, est-ce que c'était ton expérience d'avant qui fait que vous étiez aussi fort ? Non, pas du tout. Ça, pour le coup, c'est vraiment l'input ultra stratégique de Rodolphe, qui est mon associé sur le projet, qui
bossé déjà avec moi sur 6 et 7, ma première marque. Tu vois, très tôt, on s'est rendu compte qu'effectivement, quand tu vends des vêtements en ligne, en réalité, tu ne vends pas ton objet, tu vends des photos et des mots qui parlent de tes objets. Et donc, on a passé beaucoup de temps à effectivement caler le tone of voice de la marque. Comment est-ce qu'on va parler du vêtement? Que tu caractérises comment aujourd'hui, enfin, si tu devais le définir? Je dirais que c'est un franc-parler, c'est un parler assez direct. Quand tu lis un texte Asphalt, nous, ce qu'on veut, c'est que t'aies l'impression que c'est un pote qui te raconte le produit. Donc, on n'est pas dans le tutoiement, on va pas dans le côté non plus trop friendly, mais c'est un copain expert de la fringue qui te parle du vêtement. C'est ça la forme du tone of voice. Et après, sur le fond, effectivement, on doit être expert. Et donc, pour être expert, nous, on doit avoir de la connaissance en interne sur le vêtement, sur la fabrication et tout. Mais en réalité, on doit être expert aussi par les bénéfices clients qu'on va apporter. Et ça passe par les questionnaires qu'on envoie à notre communauté qui nous expliquent les problèmes qu'ils ont avec les vêtements. Et ensuite, ça nous permet d'être capable de dire aux clients, voilà, on a fait ce choix-là sur le produit pour répondre à ce problème que vous avez. Mais nous, dès le départ, on parle pas des experts. Et donc, du coup, il faut traduire ces trucs techniques dans qu'est-ce que ça va t'apporter toi, pourquoi ce t-shirt, du coup, toi, il va être mieux que les autres t-shirts de ton placard, tu vois. Faut tout traduire en bénéfice client. Et après, pour ce qui est du bon positionnement de la marque, c'était la volonté de nous se mettre, les fondateurs, en tant que premier client de la marque et d'être très libéré du coup sur la manière dont on allait communiquer. Donc on a un tone of voice qui en réalité correspond vachement à la manière dont on parle nous. Ce qui est génial avec eux, c'est qu'ils arrivent à expliquer des bénéfices clients avec une tonalité hyper amicale. T'as jamais l'impression de te faire vendre un truc, ce qui leur permet d'être commerciaux sans pour autant être hyper agressifs. Cette promesse marketing, ils la déclinent à la perfection sur les canaux digitaux. D'abord avec une approche assez originale. Salut Benjamin. Salut. Comment vous arrivez de 0 à 5 millions, ce qui est énorme quand même, vous faites 2 millions la première année, 5 millions la deuxième, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a l'effet, je pense, lancement d'Asphalt qui est quand même intéressant parce que ça nous permet d'avoir une phase de développement qui est un petit peu différente de tous les autres e-commerçants. Et le deuxième point, c'est un gros focus en acquisition sur Meta. On a eu un bon fit entre notre produit, la précommande et le persona qui, du coup, sur Facebook, à ce moment-là, était un peu... l'Eldorado était passé, mais c'était une époque où, en tout cas, les CPM étaient très intéressants, les coûts d'acquisition aussi, et du coup, on a un petit peu surfé sur cette vague. Bon, j'ai commencé par parler de la partie CRM. Vous avez choisi quel outil? Moi, j'ai mis Klaviyo en place quand je suis arrivé. Et Klaviyo avait quand même, à cette époque, pris le pari de très bien s'intégrer avec Shopify. Et donc, du coup, de pouvoir permettre à un e-commerçant de faire de la segmentation sur à acheter, à pas acheter, etc. Et en plus, on a toute notre phase de co-création qui est basée sur un outil qui est Typeform. Et Klaviyo est branché sur Typeform. Donc, en fait, j'avais en quelques clics un endroit où j'avais les réponses au questionnaire. Est-ce qu'un client a acheté ou pas? Et donc, du coup, une segmentation qui était beaucoup plus simple pour moi. Ok. Est-ce que tu peux nous faire un peu de A à Z? En gros, la stratégie email simplement. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous récoltez les emails dans un premier temps? Est-ce qu'il y a une stratégie active? Je sais que pendant quelques temps, vous avez fait de l'acquisition de leads pure via Facebook pour aller obtenir des emails et ensuite, du coup, vous les retargetiez en fait avec plein de flows. Est-ce qu'ensuite, tu peux nous parler des flows? Qu'est-ce qui se passe derrière? En tout cas, ça a été plusieurs années d'apprentissage, mais aujourd'hui, en tout cas, le funnel le plus intéressant chez Asphalt, c'est je découvre une pub sur une plateforme, Meta ou autre, qui explique le modèle d'Asphalt, la précommande, ce qui nous différencie et à quel point la co-création est du coup le facteur différenciant chez Asphalt. Je clique sur cette pub et au lieu d'arriver sur un site, j'arrive sur un questionnaire de co-création. Et en fait, tout au long de ce questionnaire, on se rend compte à quel point la marque met le client au centre de la démarche, lui pose des questions. Ce que Ben nous explique là, c'est qu'au lieu de renvoyer directement vers une page de vente pour générer une conversion suite à une pub, ils vont mettre une étape entre les deux. C'est le questionnaire de co-création dans lequel ils vont t'impliquer. Alors, je sais pas si vous réalisez à quel point c'est une prouesse. Leur discours marketing est tellement puissant qu'ils arrivent à faire prendre 10 minutes à des inconnus pour remplir un questionnaire. Parce que c'est intéressant, en fait, tu demandes un engagement au client qui est pas un achat. Qui est réponds à mon questionnaire, t'inquiète, je m'occupe du reste. En fait, et moi, je trouve ça très intéressant parce que quand tu connais pas une marque, il y a une marque qui va me demander mon avis, en fait, je m'en fous, j'ai envie de scroller. Donc c'est vraiment juste par l'élément créatif et un peu la mission que vous avez réussi à décrire dans l'élément publicitaire pur, c'est-à-dire qu'il a juste vu ça de vous, que vous avez réussi à stimuler l'envie d'aller jusqu'au bout d'un formulaire de 10 minutes, ce qui est hyper long. Ouais, ce qui est hyper long, et franchement, moi, quand je suis arrivé chez Asphalt, je me souviens quand j'ai vu ce questionnaire, j'ai dit, mais qui passe 10 minutes de temps offert à une marque, parce que c'est un cadeau qu'ils nous font. Nous, c'est précieux, donc on collecte des milliers et des milliers de réponses, on sait exactement quel produit il faut lancer après, donc c'est pas juste une technique marketing, c'est le vrai funnel en interne d'un développement produit, et ça commence par ce questionnaire. Et ce qui était aussi incroyable, c'est à la fin, quand on a collecté l'email, la proportion de gens qui tout de suite se rendaient sur le site et en fait achetaient tout de suite le produit. Et ça, c'était assez surprenant. Donc on a ces deux catégories. C'est ok, j'ai co-créé avec eux, j'apprécie ce qu'ils font et j'apprécie la démarche. Et les deuxièmes, qui est plutôt de l'activation un peu plus long terme, où là, il faut qu'on les retravaille et qu'on leur explique ce qu'on fait et en quoi on est différent. Donc cette stratégie, malheureusement, si vous n'êtes pas aussi bon qu'en branding, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Et donc tout en haut du funnel, quand vous faites l'acquisition de l'email, c'est quoi le discours publicitaire? C'est viens nous donner des feedbacks, viens répondre à nos questions?
Ouais, c'est Asphalt, des fringues qui durent et co-créé avec vous. Ouais. Et donc du coup, c'est un peu, c'est assez intriguant. On avait testé pas mal de punchlines. En plus, à l'époque, on avait vraiment des ads qui étaient très courtes, un peu clivantes. On aime beaucoup, on déteste. On avait un petit peu ce truc qui faisait un peu exploser le CTR. Ok. Et donc vous y retrouvez bien derrière avec le coût d'acquisition du trafic et le taux de conversion derrière. Ouais, alors on a testé plusieurs choses, mais en tout cas, ce qui a très bien marché, c'est une vidéo qui s'appelle la Brand Movie, en tout cas en interne, qui dure 2 à 3 minutes et qui explique un petit peu le problème de l'industrie et pourquoi la co-création est une des meilleures réponses à ce problème. Regardez-moi cette masterclass qui s'appelle en interne la Brand Movie. Ces dernières décennies, l'industrie du vêtement est légèrement partie en vrille. Les fringues sont devenues jetables. On en achète toujours plus pour finalement en mettre 60% à la poubelle dès la première année. Et si on veut de la qualité, ça coûte généralement un bras. Alors chez Asphalt, on essaie depuis 2016 de vous proposer une alternative dans la manière de produire et de consommer les vêtements. Notre but, c'est de faire des vêtements qui ne vont ni vous lasser, ni vous lâcher. Et cette vidéo, elle était un peu moins clivante sur choisis A ou B et participe tout de suite à un questionnaire. C'était plutôt je pose le contexte et le problème qu'adresse Asphalt et quelle est notre réponse avec la co-création et la précommande. Bon, quand t'as vu ça, a priori, t'as envie de remplir le questionnaire. Suite à ça, tu rentres dans leur CRM. Et donc après, cet email est travaillé de notre côté dans Klaviyo, dans notre CRM, via un onboarding de 5 à 8 emails, qui est assez important, un email tous les 3 jours, qui explique la marque en plusieurs phases, ce qu'on fait d'un point de vue style, ce qu'on fait d'un point de vue responsabilité de la marque, pourquoi le modèle de précommande est magnifique pour le client, pour l'industrie, pour beaucoup de personnes. Et donc progressivement, on amène le client sur la compréhension de la marque. Et à la fin, on lui propose nos best-sellers, en tout cas nos éternels, donc un jean, un t-shirt. Ok, et tu proposes que dans le dernier mail, à partir de quand? Alors on a fait beaucoup d'A/B testing, on en a encore pas mal qui tournent, mais je crois que ce qui fonctionne le mieux là, c'est 3-4 emails sur la marque et 3 emails différents sur nos 3 basiques. Jean, t-shirt, pull. Sachant que cet onboarding est poussé à des non-clients, mais c'est aussi poussé à des jeunes clients qui rentrent sur la marque. En fonction du produit qui a été acheté, on ne repousse pas une deuxième fois ce produit. Donc on a un tout petit peu de personnalisation. Ok. Donc ça, c'est toute la partie ads qui commence par de l'acquisition d'emails. Vous faisiez des trucs en conversion plus directe aussi? Ouais, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait le plus aujourd'hui. Malheureusement, parce que je pense qu'on peut pas convertir tout le monde via ce process de co-création et de 5 à 10 minutes donné à une marque sur un questionnaire. Donc on a beaucoup fait les deux et en fait à un moment on s'est rendu compte quand même que la LTV était assez similaire sur les deux et qu'on avait beaucoup plus de profondeur sur de la conversion directe. Et à ce moment-là, on a eu un mix un petit peu entre de la génération de leads, plutôt type teasing co-création, et de la vente directe en disant notre jean est disponible en précommande avec des mécaniques un peu différentes, plutôt de FOMO qui dit on a des changements de batch de livraison chez Asphalt. On peut jouer là-dessus en disant il faut que tu le commandes maintenant pour le recevoir en 3 mois. Si t'attends, tu le recevras dans plus longtemps, quoi. Donc forcément, quand t'as cette brique publicitaire assez douce qui passe par un questionnaire pour générer des conversions, derrière tu peux faire comme tout le monde, des bonnes publicités pour générer des ventes, et ça, ils s'en privent pas. Cette partie de la stratégie, ils ont ensuite pu la décliner de la même façon sur YouTube, où ça a mis un petit peu plus de temps à marcher. En mars 2020, pour la première fois, on se positionne sur un produit qui est moins cher, qui est à 29 €, qui est le t-shirt ultime. On avait plutôt un panier moyen supérieur à 100 € à l'époque. Donc en fait, on a cette capacité avec ce produit à aller chercher plus de volume de nouveaux clients. En même temps, il y a le Covid, donc il y a cette situation un peu particulière du e-commerce où tout le monde est chez soi et le e-commerce devient un petit peu la seule option. Et en même temps, on décide de tester un nouveau canal et de sortir un petit peu de cette dépendance méta et très focalisée sur Facebook et d'aller sur YouTube en se disant c'est un levier où la vidéo est du coup très importante et c'est aussi le format qu'on a le plus travaillé ces dernières années où on se sent capable de se différencier. Donc on teste YouTube un petit peu contre les avis de tout le monde, puisque à ce moment-là, tout le monde dit YouTube, vous serez jamais héroïste. Et pour le coup, on a toujours eu cette culture héroïste. À ce moment-là, sur YouTube, on prend un peu le pari, quoi. De se dire, on sait faire de la vidéo, on aime bien prendre le temps d'expliquer les choses, on aime bien les vidéos qui durent longtemps, etc. Donc YouTube est peut-être le bon format. C'est dur de trouver le bon jean, hein. C'est le grand retour du pull parfait. Notre pull col roulé. Le polo, c'est un classique de chez classique du vestiaire masculin. Et ça marche pas pendant 2 mois. On insiste et tout se débloque, quoi. T-shirt, Covid, et il y a un moment où YouTube est passé devant Meta, entre mars 2020 et je pense septembre-octobre 2020. Et tu dis ça a mis 2 mois à fonctionner, vous aviez déjà la fameuse créa là que... Ouais, on avait la créa, alors on a testé des créas produits, vraiment t-shirt, jean, etc. En fait, comme il y a le Covid, pour la première fois, on peut pas faire des shootings en extérieur, en tout cas on peut pas se déplacer, l'équipe est un peu bloquée. Du coup, on doit faire ce lancement de t-shirt avec une vidéo, et pour la première fois, on présente nos produits dans les bureaux. Et on fait une vidéo de 7 minutes, je crois. On voit William qui ouvre la porte des bureaux et qui en fait présente les bureaux et toute la démarche
marche du développement du t-shirt, qui vraiment donne tous les détails de ce développement de produit. Et en fait, cette vidéo performe super bien sur YouTube. D'ailleurs, elle fait 7 minutes, donc là, c'est assez surprenant. Tout le monde, je pense à l'époque, nous dit il faut que ça fasse 15 secondes, il faut qu'il y ait des sous-titres. Là, il n'y a pas de sous-titres, ça dure 7 minutes et c'est toujours une créa qu'on utilise aujourd'hui. Et après, sur YouTube, le deuxième format un contenu qu'on a beaucoup utilisé, c'est cette vidéo qui explique la marque, vraiment le concept, la précommande, la co-création, qui est du coup un peu plus inspirationnelle et un peu plus orientée co-création. J'ai l'impression qu'il y a eu un impact sur la culture par cette publicité. Comme à l'époque, les gens ils voulaient leur vidéo Combini, des choses comme ça, mais les gens ils voulaient leur vidéo Asphalt. Tu vois, la présentation de la brand, etc., comme vous l'avez fait, hyper un peu poétique, etc. Et je me demande, est-ce que t'as, je sais pas, les dessous de la production de cette publicité? Si, je me souviens quand même très bien de ce moment où on se dit, pour la première fois, on va mixer un peu des rushs de shooting extérieur si on en a, mais pour la première fois on va se mettre en avant, et c'est surtout William quand même qui, je crois que c'est la première fois où il fait un facecam où il explique ce qu'on fait, et du coup ça a donné quelque chose, je pense, à la marque, ça l'a humanisé, on a mis des visages derrière cette marque, et ce côté un petit peu, il nous montre les coulisses. Et c'est les vraies coulisses, et donc ça a bien fonctionné. Tu disais que YouTube à un moment a dépassé en fait en termes de, je sais pas si de spend ou de revenus associés. Ouais. Meta. Qu'est-ce que t'as compris toi si tu devais en fait donner des conseils à quelqu'un qui va se lancer sur YouTube, qui veut fonctionner, qui veut faire des YouTube héroïstes? Tu dirais c'est quoi la méthode Asphalt? Alors les méthodes Asphalt, c'était de tester, et je pense et on le fait toujours. C'est important d'avoir toujours ce budget un petit peu réservé sur le côté qui sert à tester, apprendre et essayer de surveiller les plateformes qui à un moment peuvent décoller. Et du coup se positionner très tôt sur ces plateformes-là. Et le deuxième point, je pense qu'on s'est écouté, parce qu'encore une fois, à ce moment-là, je me souviens tout le monde qui nous dit votre vidéo sur YouTube, elle marchera jamais, elle est trop longue. Voilà, des account managers qui pouvaient nous dire c'est pas le standard qu'on recommande. Des account managers Google du coup. Ouais, Google, qui disaient attention, cette vidéo, c'est pas forcément le standard, etc. Et on a dit ok, on fait un format 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, mais on teste quand même ce format 5-6 minutes qui nous tient à cœur. Et puis après, c'est de l'A/B testing, donc avec et sans sous-titres, la durée, pour vraiment se prendre une décision basée sur la data et se faire un peu confiance, je pense. Si on doit résumer ce qui fonctionne pour Asphalt, c'est un concept original et une communication originale. Malgré tout, ça les a quand même amenés à un plateau qui, pour le coup, était lui aussi assez original. Ouais. Ça vous amène jusqu'à 5 millions, tu disais. Ouais. Et après, il y a un genre de plateau qui se met en place. Ouais, et le plateau, il s'explique par les tests, parce qu'effectivement, on n'a personne dont on peut s'inspirer sur le développement de la boîte dans le modèle économique, puisque personne ne fait des lancements en précommande de produits comme ça. Donc la première année, on fait 5 lancements produits. La deuxième année, on en fait 15. Donc la première année, on fait 2 millions de chiffre d'affaires. La deuxième année, on en fait 5. Et là, effectivement, on commence à se poser des questions sur le rythme de lancement. C'est quoi? Est-ce que de 15, on doit passer à 1000 un jour? Est-ce que de 15, on doit stabiliser à 15? Et depuis le départ, on a aussi 90% de notre chiffre d'affaires qui est fait en précommande, mais aussi une petite partie qui est faite en stock. T'as forcément un peu de stock parce que t'en as besoin pour faire des échanges de taille, etc. Donc on se pose des questions sur ce ratio, est-ce qu'il doit évoluer? Donc on fait pas mal de tests, et ces tests nous font perdre un petit peu de temps et nous mettre sur un plateau de croissance. Et donc on fait une deuxième année à 5,5 ou 6 millions, tu vois, donc on croit peu sur la troisième année. Mais ça nous permet de trouver quel est notre modèle. Donc pour atteindre 23 millions, il a fallu comprendre plus en détail leur modèle et réussir à le craquer. La première chose qui leur a permis de réussir, c'est assez simple, ce qu'aurait essayé n'importe qui à leur place, c'est augmenter le nombre de lancements. Sur le papier, du coup, ça peut paraître assez évident comme le son bas, on a découvert qu'il fallait lancer plus pour faire plus de chiffres. Comment tu gérais la complexité d'avoir des lancements alors peut-être qu'à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Ouais, c'est monté progressivement. Ouais. En 2019, on fait une dizaine de lancements, 2020, 25. Je crois qu'à un moment, on monte à 50. Et 2021, c'est la plus forte accélération. Je crois qu'on fait 90 lancements sur l'homme en France. Et là, on se retrouve un petit peu dans une situation où on lance le mardi, le jeudi. Le vendredi, on tease. Le dimanche, on a des doubles closings, etc. Et c'est plus dur pour la communauté d'avoir une lisibilité de l'offre. Okay. Et le chiffre d'affaires suit à peu près le même trend. On fait 130% de croissance en 2020. En 2021, on arrive à 100. Et là, pour le coup, on tape un peu un plafond. On se dit, là, c'est quoi la suite? Est-ce que c'est de faire 1000? Est-ce que c'est de devenir vente privée un jour qui, au début, faisait 20 lancements, 40 lancements, 50 lancements, et aujourd'hui, on fait 10 000 par an? Est-ce que c'est ça la suite pour Asphalt? Bon, nécessairement, ils se rendent compte d'un problème qu'on aurait aussi pu voir venir. Parce que plus tu fais de lancements, moins chaque lancement est efficace. Parce que tu perds cet effet de rareté. Malheureusement, ils peuvent pas non plus revenir à leur modèle d'avant. Là où on s'est trompé, c'est que on voyait bien qu'effectivement, le fait d'avoir accéléré les lancements, ça faisait que tes lancements individuellement, ils performaient un peu moins bien. Quand tu fais un lancement tous les 3 mois, ton lancement, toute ta communauté est au courant, tu parles que de ça, donc ton lancement, quand tu le fais, boum, ça cartonne de ouf. Quand tu fais 2 lancements par mois, il y a moins de place pour créer cette attente. Donc c'est mécanique, et effectivement, là, on s'est dit, finalement, est-ce qu'il faut pas qu'on reste sur un seul lancement par mois? Donc c'est ce qu'on a fait comme test à un moment, et très vite, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, parce que en réalité, quand pendant un mois tu ne vends qu'un seul produit sur ton site, si ce produit
c'est un bon produit de rétention, mais pas un bon produit d'acquisition, et c'est le cas de plein de produits, tu vois, des produits chers notamment, bah tu passes un mois à ne faire aucune acquisition client. Et dans un modèle 100% online comme le nôtre, si ta base client elle grossit pas, il y a un moment où t'es coincé, tu vois. Aujourd'hui, on a un peu ces produits éternels qui sont toujours disponibles sur le site, qui du coup doivent être des produits qui servent beaucoup de l'acquisition parce qu'ils ont un bon market fit, parce que le positionnement prix est parfait, parce que c'est des produits qui sont portés par quasiment tout le monde, un t-shirt, des sneakers, un jean, pull, et des produits qu'on appelle éphémères, qui eux sont des lancements sur 30 jours, qui gardent cet effet lancement, teasing, J1 et dernier jour, etc. Malgré tout, la réalité, c'est que nos éternels, donc un jean, un t-shirt, sont aussi des produits qui servent énormément à la rétention aujourd'hui. Et à l'inverse, aujourd'hui, beaucoup de gens atterrissent sur notre site par le pull parfait, mais se laissent tenter par une ceinture. Et d'ailleurs, c'est très dur parce que sortir les 10 premiers basiques, voilà, c'est assez clair. Savoir quels sont les basiques de demain, c'est plus compliqué. En gros, quand tu fais pas beaucoup de lancements, tu te retrouves pendant plusieurs semaines à avoir uniquement sur ton site des produits qui ne te permettent pas d'acquérir des nouveaux clients. Les produits chez Asphalt, en fait, ils sont rangés dans deux catégories. Ceux pour l'acquisition, donc avec un prix bas et qui sont souvent des classiques du vestiaire, et ceux pour la rétention, qui vont moins intéresser les nouveaux clients, mais qui plaisent beaucoup à la base existante. Par exemple, une paire de boots à 200 €. Il y a une petite nuance, c'est que ceux qui font de l'acquisition sont aussi souvent des bons produits de rétention. Donc quand ils arrivent à 100 lancements par an, ils commencent à regarder dans le futur et ils se disent « Attends, on peut pas continuer comme ça risque de créer trop de bordel opérationnel. » Donc ils décident d'essayer de retrouver un juste équilibre en diminuant. Et là, on s'est rendu compte que c'était pas ça la suite pour Asphalt, parce que c'est pas cohérent avec qui on est. Notre but, c'est de faire les bons classiques du vestiaire. Notre but, c'est pas de devenir Shine ou H&M, tu vois, et de sortir des milliers de produits chaque année. Donc là, il y avait pour le coup une nécessité de trouver un autre modèle d'évolution pour la boîte, parce que on ne pouvait plus ne croître que par l'accélération des lancements. Et donc c'est là où on part dans une stratégie où on se dit ok, on va réduire le nombre de lancements. Donc ça c'est assez radical. En 2022, on réduit le nombre de lancements. Ça correspond aussi à une année où macroéconomiquement pour le e-commerce c'est très compliqué, pour la fringue c'est très compliqué parce que c'est 2022. Et donc c'est une année de plateau. Malgré tout, on lâche rien sur cette stratégie et donc on la poursuit en 2023. Et pour le coup, on repart dans une croissance importante en 2023, malgré le fait qu'on est plutôt dans une stabilisation du nombre de lancements. Donc ils décident d'essayer de retrouver un équilibre avec plus d'efficacité par lancement. Et donc ça, à l'échelle d'une année, ça passe par le fait de se recentrer sur le cœur de gamme et puis juste de sortir quelques petites nouveautés qui vont porter ta croissance. Ouais, alors c'est pas rare non plus, ça peut paraître toujours beaucoup, parce qu'aujourd'hui on fait donc sur l'homme un lancement par semaine. Okay. C'est pas du tout de la rareté en fait. Donc c'est pas de la rareté, tu vois. Enfin, ouais, c'est en tout cas on peut pas appeler ça rareté ça reste un rythme assez important. Donc on est passé de 2 à 1. Et l'impact économique de ce truc-là, ça veut dire qu'il faut faire deux fois le chiffre par lancement. Exactement. Ouais, à peu près. Si ce n'est que là, il y a une chose qu'on a faite en parallèle de cette décision-là, c'est que nos meilleurs produits, on les a mis en continu sur le site. Et donc eux, ils font le job de faire l'acquisition client, en gros. Ok, c'est une part significative maintenant de votre revenu? Ouais, c'est une part importante, ouais. C'est genre un tiers, un truc comme ça. Ok, énorme. Donc aujourd'hui la stratégie elle est simple, il y a un lancement par semaine pour l'homme, et en plus ils ont pu reprendre un modèle classique e-commerce mode en mettant à disposition en continu sur leur site leurs meilleurs produits, ce qui constitue aujourd'hui un tiers de leur chiffre d'affaires. Et ça, si vous avez suivi, vous comprenez que ça résout la problématique de faire tout le temps de l'acquisition. Donc voilà comment ils ont compris leur modèle en France. Maintenant le meilleur moyen de savoir si ce modèle pouvait scaler, c'était de l'essayer à l'international, et donc pour ça ils ont un petit playbook. À l'international, le playbook a été le même? Bah quasiment, en fait on a eu 2 strates. Une première strate qui était un peu celle que beaucoup de DNVB choisissent, qui est vraiment de tester très vite, prendre un produit, traduire quelques fiches produits, leur best-seller et le pousser un peu partout en Europe. On a un peu repris de ça, on l'a fait en 2 temps, puisqu'on a plutôt lancé un pays via de la co-création, mais de la co-création sur notre arrivée dans le pays. En fait, on a créé un questionnaire en anglais uniquement à l'époque, qu'on a diffusé en ads, donc c'était du 100% payant pour le coup, dans les marchés qui nous intéressaient le plus en Europe, donc l'Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Italie, Angleterre, etc. Et en fait, ce questionnaire, il décrivait un petit peu la marque, ce qu'on avait réussi à faire en France, et il expliquait que pour le coup, on voulait se lancer en Allemagne, et que la première question qu'on avait à leur poser, c'est qu'est-ce qui les différencie de nous, et est-ce qu'il y a des produits qui les intéressent plus que d'autres, qui nous permettaient de savoir quel était le bon produit pour lancer ce marché. Et en même temps, ça nous a permis de poser des questions assez culturelles. Quels sont les moyens de paiement que vous utilisez? Est-ce que vous êtes à l'aise avec la précommande? Est-ce que vous êtes prêt à accepter cette attente, etc. Donc ça nous a permis 2 choses, de collecter des leads et de préparer un lancement un peu explosif comme on avait fait en France avec Ulule à l'époque. Et en même temps d'arriver dans un pays avec cette phase de co-création où on sait les moyens de paiement qu'il faut, on sait quel est le meilleur produit, quel est le plus attendu. Grâce à ça, ils peuvent identifier les pays qui sont porteurs, et vous voyez qu'ils parlent tout le temps de market fit par pays. Ça, c'est en gros la compatibilité du modèle Asphalt, donc un t-shirt responsable en précommande, et le modèle économique des lancements à répétition toute l'année, versus le comportement des consommateurs. Et donc c'est l'Allemagne et les UK qui ont gagné, qui est un petit peu en ballottage. Et c'est sur l'Allemagne, c'est le store allemand qui bombarde bien, l'Allemagne surtout qui prend. Du coup, on a lancé les 2 pays mais avec une seule langue.
pour que ça soit plus simple et on a choisi l'anglais du coup. Que typiquement, je crois que c'était 70% des Allemands nous avaient dit nous si vous nous parlez en anglais ça nous va très bien. Là où en Espagne, Italie, on avait senti que ça allait être un problème quoi. Qu'est-ce que tu as découvert du coup de spécifique sur ces marchés-là? Sur l'Allemagne, on a quand même senti qu'il y avait ce truc très forte adhérence au e-commerce. Beaucoup d'habitudes, ils dépensent déjà beaucoup dans le e-commerce, mais ils dépensent un petit peu différemment, c'est-à-dire que le taux de conversion est très élevé, mais en face, il faut beaucoup de réassurance, les conditions générales de vente, des PSP comme PayPal, etc. Et que du coup, ils se laissent assez vite tenter, ils essayent, mais que par contre, le taux de retour pouvait être très élevé. Donc ça, c'est ce qu'ils nous ont dit et c'est ce que les autres marques nous ont dit. La réalité chez nous, c'est que le taux de retour est quasiment le même qu'en France. Les UK et l'Allemagne, il se trouve que c'est aussi, je crois, les deux plus gros marchés e-commerce d'Europe. C'est des gros marchés où le e-commerce est très développé. La proposition de valeur d'Asphalt, du vêtement de qualité qui dure, a très bien fonctionné sur le marché allemand. Plus la précommande, cet acte un petit peu aussi d'acheter plus responsable, de pas hors stock, pas d'intermédiaire. Franchement, toutes nos ads sur la durabilité marchent mieux en Allemagne que dans d'autres pays. Aujourd'hui, on a été un petit peu drivé par le ratio LTV sur CAC qui est meilleur en Allemagne qu'au UK à date. Plus de dépenses, voilà, plus de rétention côté Allemagne, mais aussi plus cher à acquérir. Okay. C'est vraiment uniquement avec des ads. On n'a jamais fait de retail en Allemagne, on n'a jamais fait de presse. C'est pas dans jamais les plans, c'est dans les plans, mais je pense que ce sera pas tout de suite parce que on voit bien que le retail ça marche quand on va dans des villes dans lesquelles on a quand même un pool de consommateurs important parce que eux ramènent des amis. Quand on fait le test de retail à Bordeaux il y a 2-3 ans, ça marche bien. Mais c'est incomparable par rapport à Paris parce qu'on a beaucoup plus de clients à Paris. Donc le jour où on ira à Berlin, c'est plutôt le jour où on verra que on a une base cliente à Berlin assez importante. Ça peut changer un jour, mais pour l'instant, on voit plutôt les choses dans ce sens-là. Okay. Et puis ça fait sens dans tous les cas face à votre modèle. Ce combo génial qu'ils ont réussi à mettre en place, il donne des résultats qui sont ahurissants, puisque 75% de leur chiffre d'affaires est fait sur de la rétention, de clients qui recommandent. Et ça, c'est le fait évidemment d'un bon produit, mais aussi une promesse de marque de ouf. Salut, bienvenue chez Asphalt. Tu m'as balancé comme ça, on a fait l'homme puis la femme, alors comme si ça avait été naturel, tout s'est bien passé. Ouais. Donc ça veut dire qu'en gros la promesse Asphalt, elle était unisexe. Donc en gros tu pouvais, la brand que vous avez créée, etc., vous avez aucun mal à passer votre crédibilité sur les hommes aux femmes. Pas aucun mal. Ouais. Non, c'est forcément un gros challenge et je pense qu'on est en train de le relever, mais c'est pas encore gagné, ça fait que 1 an et demi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous avait dit que ça allait être très compliqué, et c'est certain que c'est compliqué, mais je pense que c'était un bon pari, mais effectivement, c'était un pari de parler aux hommes et aux femmes. Il y a peu de marques qui arrivent à faire ça, donc on est assez fiers et contents de réussir ça. Ouais. C'est un challenge, d'autant plus que la brand, le positionnement de la marque au tout départ, il est effectivement très en prenant en compte les clients, et donc il est très mec, tu vois, il est très mec dans l'image, dans le ton, etc. Mais il est très mec dans l'image aussi parce que le mannequin c'est un mec, tu vois. Donc en fait avoir une image qui bascule de l'homme à la femme, à partir du moment où tu fais des shootings avec des femmes, ton image mécaniquement, au bout d'un moment, tu vois, les gens ils vont imprimer que Asphalt fait les deux. On peut penser aussi que c'est pas les mêmes manières de consommer le vêtement entre l'homme et la femme. Et je pense que c'est le cas encore aujourd'hui, mais c'est de moins en moins le cas. Je pense que c'est les hommes et les femmes consomment de plus en plus de la même manière. Et excuse-moi, juste que tu peux préciser, c'était quoi les comportements différents? Non mais en fait, nous, tu vois, quand on commence à se dire on va lancer la femme, pareil, on en parle un peu autour de nous, etc., à des clients comme à des professionnels. Et globalement, ce que le monde autour de la mode te dit sur l'homme et la femme, c'est que l'homme, il achète des choses pratiques et basiques, et que la femme, elle achète de la mode hyper créative, etc. Ça, c'est vraiment les clichés de comportement homme-femme. Je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans, mais je pense qu'il y en a de moins en moins. Et en tous les cas, nous, à aucun moment, on s'est dit, ok, si un jour on fait de la femme, et on va faire de la mode ultra créative avec des collections à tout va dans tous les sens, etc. On voulait pas détourner la vision qu'on avait, qui était de dire non, nous en fait on prend les pièces iconiques et classiques du vestiaire et on les fait dans un grand niveau de qualité et à un prix décent grâce à notre modèle économique. C'est ça Asphalt, et on va pas le tordre pour aller faire de la femme. Donc nous on prend plutôt le pari que même sur la femme ça va marcher, et que d'une certaine manière on sera peut-être encore plus différent sur la femme, puisque peut-être qu'il y a moins justement cette vision de marque classique et basique sur la femme. Nous on va aller se la créer. Et donc pour l'instant, vos premiers résultats, ça confirme un peu cette croyance-là? Ouais, écoute, franchement, ça se passe très bien sur la femme. Ouais. On a connu un très bon démarrage. Ensuite, on a eu quelques lancements un peu moins bons, et tu vois, ça peut pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu peux pas shifter en 2 secondes comme ça sur ok, on est trop fort pour faire des vêtements et les marketer pour la femme. Donc ça prend un peu de temps, et je pense qu'on est toujours en phase d'apprentissage. 18 mois après le lancement, effectivement, on peut dire aujourd'hui, la femme est une grosse partie de notre chiffre d'affaires, et c'est le marché qui est le plus en croissance chez nous. Donc on est en train de bien réussir le challenge. Ouais.
Donc en somme, si on devait répondre à la question de pourquoi ça marche Asphalt, on pourrait aboutir à l'équation de croissance suivante. Ça revient à faire les meilleurs classiques du vestiaire pour un segment hyper précis qui est entre les modeux et celui qui s'en fout de sa tenue, le tout en coupant les intermédiaires, couplé à un modèle de lancement régulier via précommande pour scaler sans avoir levé de fonds, et le tout diffusé via une promesse de marque hyper forte, et unisexe qui facilite grandement en fait leur développement produit. En témoigne aujourd'hui le fait que la gamme qui grossit le plus chez Asphalt en termes de chiffre d'affaires, eh bien c'est leur gamme femme. Ce qui est incroyable, c'est que William et son équipe, ils ont réussi à créer une marque de mode masculine qui parle aussi aux femmes. Ils n'ont pas construit leur discours sur une spécialisation pour les hommes, mais plutôt sur un modèle original dont ils n'ont exploité que la partie masculine. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment est-ce qu'ils peuvent passer de 23 à 100 millions. Forcément, ils se la sont posés avant moi, donc ils sont déjà en train d'entreprendre un chantier retail. Ouais, vous avez choisi de faire un pop-up maintenant, et c'est quoi la next step selon la conclusion que vous avez tirée? Ouais, carrément. Alors la réalité, c'est qu'on avait fait un premier test de 10 jours à Bordeaux, septembre 2020, entre les 2 premiers confinements. Okay. Et ce premier test, il était censé amener un deuxième test assez rapide à Paris, donc en 2021. Le Covid est passé par là, donc ça a décalé. On a complètement dépriorisé le truc parce qu'on voulait pas se retrouver à organiser un pop-up et se le faire annuler à cause du Covid. Et là, cette année, on s'est dit, allez, go, on fait notre premier gros test retail à Paris en 2023, et donc on l'a fait. Il est 5h, ça pique. Paris n'est toujours pas éveillé. Et aujourd'hui, on va monter 150 mètres carrés de pop-up. Allez, c'est parti. Il y a 2 raisons pour lesquelles le retail n'est pas venu en top priorité dès le départ chez Asphalt. Notre modèle économique, effectivement, on fait de la précommande principalement. Le fait qu'on n'ait pas un gros assortiment produit. Donc tu vois, les premières années d'Asphalt, ça n'avait pas de sens d'ouvrir une boutique avec 3 produits dedans. Aussi une chose, c'est qu'on croit beaucoup au fait d'être focalisé. Et faire du retail, c'est pas la même chose que de faire du online. Je te disais tout à l'heure, quand on vend des vêtements en ligne, en fait, on vend des photos, on vend des vidéos, on vend des mots. C'est ça notre expertise. Et on a voulu rester focalisé là-dessus pour être très très fort là-dessus. Okay. Ils ont compris que leur focus sur le online s'était payé au prix d'une petite faiblesse sur le retail, qui est couplé au fait que le modèle de précommande il a moins de valeur quand t'es en physique. Maintenant, effectivement, ça fait partie des canaux qu'on a envie de tester et ça se passe très bien. Il se trouve que dans notre modèle, il y a de la précommande, il y a du stock. Évidemment, en retail, on vend un peu plus de stock que de précommande, ce qui est complètement l'inverse online, mais il peut y avoir une place pour le retail demain chez Asphalt. On ne sait pas encore exactement quelle place ça va prendre, mais vu le premier test concluant du pop-up, il y a moyen que ça prenne une place assez importante dans les prochaines années. Alors, c'est pas moi qui organise le pop-up. Aujourd'hui, c'est aux Ops. On les a aidés à préparer ce lancement pour en fait faire du teasing, donc en CRM auprès de notre base cliente et aussi en activation. Donc on allait chercher des prospects qui vivent à Paris pour leur présenter le concept et leur dire pour la première fois vous pouvez acheter votre premier produit chez Asphalt dans une boutique et essayer. À la fin du pop-up, on participe aussi à l'analyse. Il y a 2 façons de le lire. Est-ce que c'est un levier de distribution qui est rentable en tant que tel? Est-ce que c'est un levier d'activation? Est-ce que c'est un levier d'acquisition, de rétention? Il y a plusieurs lectures et on voit bien qu'il y a des effets rétention qui sont assez durs à lire et assez poussés en data. Mais voilà, là on va suivre toutes les cohortes qui ont acheté online puis retail et puis on va voir si la dépense par client est supérieure à reste. Hâte que les clients déboulent. On a ramené plein de choses de nos bureaux en fait. On a essayé de faire le truc le plus authentique possible, donc on a ramené des canapes mais aussi des boards d'inspiration. On espère que vous serez nombreux à venir nous voir. À bientôt. On est très content de ce pop-up. On avait fait plusieurs business plans et franchement on a terminé au-dessus du plus optimiste, donc on est très content. Et du coup donc d'un point de vue chiffre d'affaires c'est très intéressant. D'un point de vue aussi je pense attachement à la marque. C'est un moment qui était assez exceptionnel quand même. On a rencontré nos clients, on a fait 2 premières journées avec nos meilleurs clients. Tu vois, ils se souvenaient de la voix de Rodolphe qui est dans toutes les vidéos, qui est notre CMO, etc. Donc c'était quand même un moment assez incroyable aussi de culture de boîte et en même temps de branding, je pense, d'attachement avec la marque. Et c'est ça qui est un peu plus dur à lire sur le long terme, quoi. Okay. Mais en plus c'est performant, donc on n'a pas de raison de pas réessayer. Internet c'est cool, mais c'est quand même mieux d'essayer les vêtements en vrai. Alors on vous présente le pop-up d'hiver d'Asphalt au 80 bis rue de Turenne à Paris. Malgré tout, ils ont quand même eu des débuts assez prometteurs avec leur pop-up store, qu'ils ont savamment implanté dans des villes où ils ont remarqué qu'ils avaient le plus de clients. Ce qui leur donne une nouvelle recette de croissance à exploiter. Donc il y a tous les éléments pour faire d'Asphalt une marque légendaire parmi les DNVB. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a permis d'en comprendre un petit peu plus sur les dessous d'une marque qui grossit aussi vite qu'Asphalt. Si le format t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et dis-moi aussi sur quelle marque t'aimerais que je le fasse dans le futur. Et je tâcherai de t'écouter. Moi je t'embrasse et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci de faire partie des 50 000 abonnés ou pas. Tchou.